Un millionnaire veuf ne parlait à personne depuis la mort de sa femme, mais sa nouvelle secrétaire l'a changé. La demeure Lefebvre, perchée sur une colline verdoyante aux abords de Lyon, portait encore l'élégance classique de la bourgeoisie française. Des murs en pierre calcaire, des volets bleu pâle et des jardins savamment entretenus, comme suspendus dans le temps. Mais derrière les grandes fenêtres vitrées, tout semblait figé. Depuis 2 ans, la vie avait déserté ces lieux, emportée avec Élise Lefebvre, épouse adorée d'Antoine. Depuis sa disparition soudaine, la maison s'était plongée dans un mutisme obstiné, presque solennel, comme si elle pleurait avec lui. Antoine Lefebvre, ancien prodige des affaires devenu milliardaire avant ses 40 ans, s'était enfermé dans un silence glacé. Il avait cessé de répondre aux appels, décliné toutes les invitations publiques et privées, évité ses collaborateurs, ignoré jusqu'aux anniversaires de ses proches. Les rares personnes encore autorisées à pénétrer dans la demeure, femmes de ménage, jardiniers, cuisiniers, le croisaient à peine. Il passait ses journées enfermé dans son bureau, une pièce baignée de lumière naturelle, où s'accumulaient dossiers non lus, lettres fermées et souvenirs épars d'un passé trop lourd. Son entreprise, Lefebvre Patrimoine, l'un des groupes les plus solides dans la gestion d'actifs et d'héritages familiaux en Europe, survivait grâce à la rigueur de l'équipe exécutive. Pierre Marchand, son ami de toujours et associé principal, gérait les opérations quotidiennes avec un mélange d'autorité et de résignation. Les réunions se faisaient sans Antoine. Les décisions importantes lui étaient soumises par courriel, sans assurance qu'il les lirait. Parfois, une réponse laconique arrivait, plusieurs jours plus tard. Le conseil d'administration tolérait ce comportement par loyauté et par crainte. Antoine restait l'âme du groupe, même absent. Le personnel du siège avait pris l'habitude de parler de lui comme d'un spectre, présent mais inaccessible. Les nouveaux employés ignoraient jusqu'à l'apparence du fondateur. Un mythe s'était formé autour de lui. Certains disaient qu'il ne dormait plus, d'autres qu'il vivait plongé dans les journaux intimes d'Élise, ou qu'il avait transformé une aile de la maison en sanctuaire dédié à elle. Les plus anciens, eux, ne disaient rien. Ils respectaient le deuil, même s'il semblait interminable. L'atmosphère de la maison avait changé. Le personnel réduisait les bruits au minimum. Les portes se fermaient doucement. Les pas étaient mesurés. On n'élevait plus la voix. La lumière restait tamisée, même en plein après-midi. La grande horloge du hall principal avait été arrêtée par Antoine lui-même, à l'heure exacte où Élise avait rendu son dernier souffle. Depuis ce jour, tout le monde vivait dans un présent suspendu. Le jardin, autrefois source de fierté, avait perdu de sa splendeur. Les rosiers plantés par Élise poussaient sans qu'on les taille, les fontaines ne coulaient plus. Seules des glycines continuèrent de grimper le long des murs, indifférentes au chagrin des hommes. Devant cette paralysie affective, le service des ressources humaines de Lefebvre Patrimoine tenta une manœuvre discrète. Conscient que l'homme n'accepterait jamais un assistant ou un conseiller, ils décidèrent d'engager une nouvelle secrétaire. Pas pour l'approcher directement, mais pour s'assurer que quelqu'un serait disponible, au cas où il se manifesterait. Quelqu'un de discret, professionnel, capable de garder le silence et de respecter les frontières invisibles de cet homme devenu l'ombre de lui-même. Le choix se porta sur une candidate au profil atypique. Camille Dubois, 32 ans, secrétaire expérimentée au parcours sobre mais constant. Ancienne assistante d'un notaire réputé de Dijon, elle avait quitté son poste sans scandale juste avant la fermeture définitive du cabinet. Sa lettre de motivation, rédigée avec une simplicité presque désarmante, avait retenu l'attention. Aucun mot de trop, aucune tentative de se vendre. Une professionnelle, dans le sens le plus noble du terme. L'entretien fut mené sans Antoine, évidemment. Pierre Marchand, sceptique mais résolu, se contenta de poser quelques questions formelles. Il précisa que le poste ne serait pas conventionnel, que le patron ne parlerait probablement jamais avec elle, qu'elle serait souvent seule dans son bureau. Camille n'avait posé aucune question indiscrète. Elle accepta les conditions avec calme et se montra immédiatement disponible. Personne ne croyait que cela changerait quoi que ce soit. Elle serait une présence de plus dans une maison trop grande, trop vide. Un visage inconnu que l'on croiserait sans saluer. Une silhouette qui s'ajouterait aux autres, sans conséquence. Antoine Lefebvre, pensaient-ils tous, était devenu imperméable au monde extérieur. Rien ni personne ne pouvait franchir la forteresse de son chagrin. Et pourtant, sans que personne ne le sache encore, ce simple ajout à l'organigramme allait fissurer le silence. Lentement, silencieusement.
mais inéluctablement. Le matin où Camille Dubois franchit les grilles de la propriété Lefebvre, une brume pâle recouvrait encore les jardins. Elle était ponctuelle, comme toujours. Sa démarche droite, ses talons discrets enfonçant à peine le gravier du chemin, sa veste noire parfaitement ajustée, tout en elle transmettait un mélange de sérieux et de retenue. Elle savait peu de choses sur son nouveau poste, sinon ce que Pierre Marchand lui avait vaguement confié. Elle travaillerait dans un environnement inhabituel, auprès d'un homme retiré du monde, où sa discrétion serait son principal atout. Elle avait accepté sans hésiter, non par insouciance, mais parce que quelque chose dans cette offre l'avait intriguée, une promesse de silence peut-être, ou de vérité nue, loin des conventions sociales. Un majordome d'âge mûr, au visage fermé, l'accueillit sans sourire et la guida à travers les couloirs immenses de la demeure. Les tableaux anciens la regardaient avec distance. Chaque meuble semblait chargé d'histoire, mais aucune ne se racontait. Le silence était si dense qu'elle avait l'impression de le perturber simplement en respirant. On la conduisit à son bureau, une pièce attenante à celle d'Antoine Lefebvre, séparée par une lourde porte vitrée dont les rideaux restaient constamment tirés. On lui présenta les documents à classer, les courriers en attente de traitement, les dossiers archivés, rien de plus. Le majordome précisa d'un ton neutre « Monsieur Lefebvre ne souhaite pas être dérangé. Jamais. Si quelque chose doit lui être transmis, laissez-le ici, sur ce plateau. » Il montra une table d'appoint à l'entrée de son bureau. Puis il disparut, la laissant seule avec le murmure lointain de l'horloge du vestibule. Camille s'installa, observa son espace de travail et commença sa tâche sans tergiverser. Son visage, sérieux mais doux, se prêtait bien à l'invisibilité. Elle n'était pas du genre à chercher à briller. Les premières heures s'écoulèrent, sans heurts. Elle classa, tria, nota et mémorisa. Vers 11 heures, un bruit léger attira son attention. La porte du bureau d'Antoine venait de s'entr'ouvrir, imperceptiblement. Elle n'y prêta pas trop attention et continua son travail, pensant que c'était un courant d'air ou le majordome. Mais quelques minutes plus tard, elle sentit un regard sur elle. Sans bouger la tête, elle leva les yeux. À travers l'interstice du rideau à moitié fermé, une silhouette masculine se profilait. Antoine Lefebvre, figé, l'observait. Ses yeux étaient fixes, scrutateurs mais non menaçants. Il la contemplait comme on observe un souvenir ou une apparition. Camille, instinctivement, baissa les yeux et poursuivit sa tâche sans commentaire. Elle ne savait pas encore que c'était la première fois depuis des mois que cet homme regardait un être humain autrement qu'à travers une photo ou un écran. Antoine referma la porte doucement, sans bruit. Mais quelque chose en lui avait vacillé. Il n'aurait su dire quoi exactement. Ce n'était pas le visage de Camille, ni sa tenue, ni sa voix qu'il n'avait même pas entendue. C'était sa manière d'occuper l'espace, sans bruit, avec une précision presque apaisante. Il retourna s'asseoir dans son fauteuil, face à la grande baie vitrée de son bureau, mais son esprit ne se posa pas comme d'habitude sur le vide ou sur les souvenirs figés de sa femme. Il revoyait, malgré lui, la posture droite de Camille, ses mains méthodiques, son port de tête. Une sensation étrange, minuscule, émergeait, l'attention. Les jours suivants, elle vint toujours à l'heure, toujours discrète, accomplissant ses tâches avec une rigueur silencieuse. Elle ne posa pas de questions. Elle n'essaya pas de forcer une interaction. Parfois, elle glissait des dossiers sous la porte. D'autres fois, elle les déposait sur le plateau prévu. Aucun mot ne fut échangé. Mais Antoine commença à attendre ces instants. Il apprit sans le vouloir à reconnaître le bruit de ses pas dans le couloir, la cadence de ses talons, la façon dont elle toussait légèrement avant d'entrer. Le plus troublant pour lui fut de se surprendre à se lever parfois pour aller jusqu'à la porte et l'écouter passer. Un matin, alors qu'elle ajustait des papiers sur son bureau, Antoine poussa légèrement le rideau et observa plus longtemps. Camille était debout, penchée sur un document et un rayon de soleil traversait la fenêtre, illuminant son profil. Il remarqua un collier qu'elle portait toujours, discret, ancien, en argent. Il aurait pu jurer avoir déjà vu ce bijou ailleurs. Mais où? Il fouilla sa mémoire, sans réponse claire. Il eut l'impression que quelque chose voulait remonter à la surface, mais restait enfoui. Camille, de son côté, avait remarqué les regards furtifs. Elle n'en disait rien, mais elle les sentait. Loin d'être gênée, elle en était intriguée. Il ne s'agissait pas d'un regard envahissant ou déplacé. C'était un regard prudent, comme s'il essayait de comprendre quelque chose en elle, sans mots.
Elle continua à se comporter comme si de rien n'était, mais un frisson de curiosité la traversait chaque fois qu'elle percevait l'ombre de sa silhouette derrière le rideau. Le personnel de la maison, bien que discret, nota aussi un changement imperceptible. Le majordome fut surpris de voir un matin qu'Antoine s'était levé plus tôt que d'habitude. Le cuisinier reçut une commande inhabituelle, 2 cafés au lieu d'un seul. Les volets de son bureau, restés fermés depuis des mois, furent ouverts. Rien n'était dit, mais l'air semblait moins stagnant. Camille, dans sa réserve naturelle, ne cherchait ni approbation ni reconnaissance. Elle faisait simplement ce pour quoi elle avait été engagée. Mais elle sentait que quelque chose flottait entre ces murs. Un lien ténu, presque imperceptible, semblait naître, comme une trêve silencieuse entre 2 âmes solitaires. Ce qu'elle ignorait, c'était qu'elle était la première personne depuis 2 ans à avoir capté l'attention d'Antoine Lefebvre. Et dans une maison pétrifiée par le deuil, le simple fait d'être vue représentait un bouleversement, un frémissement, une fissure dans le silence. La routine s'était doucement installée, comme une partition silencieuse que Camille suivait avec une rigueur presque musicale. Chaque matin, elle arrivait à 8 heures précises, déposait sa sacoche sur le bureau, ouvrait la fenêtre pour aérer la pièce, puis se plongeait dans ses tâches sans jamais troubler l'ordre fragile de la maison. Antoine Lefebvre, depuis son bureau adjacent, avait cessé d'ignorer ce balai. Il ne s'agissait plus simplement d'une curiosité passagère. Quelque chose en lui s'était mis à attendre ces moments, à anticiper ses gestes, à s'accrocher aux détails. Il remarqua tout d'abord la manière particulière dont elle rangeait les documents. Camille ne classait pas selon les couleurs des chemises, ni selon un code strictement alphabétique. Elle avait une logique propre, discrète, dans laquelle chaque papier semblait trouver sa place selon une hiérarchie intuitive. Cela pouvait sembler insignifiant, mais pour Antoine, qui avait toujours été fasciné par les systèmes complexes, cette forme d'ordre silencieux devenait une énigme familière, rassurante. Il se surprenait à observer ses gestes, à essayer d'en deviner les règles. Il nota ensuite la manière dont elle parlait au téléphone. Sa voix, qu'il entendait parfois à travers la cloison, restait douce mais ferme. Elle articulait chaque mot avec soin, sans jamais hausser le ton. Elle ne parlait jamais d'elle, ne racontait rien de sa vie personnelle. Ses échanges étaient professionnels, mesurés, mais parfois, un sourire apparaissait dans sa voix, imperceptible et pourtant réel, et Antoine s'attardait sur cette nuance, comme s'il y trouvait une respiration dans l'atmosphère figée de son monde. Un jour, alors qu'il marchait dans le couloir pour se rendre à la bibliothèque, il la vit debout près de la fenêtre, regardant les jardins. Elle tenait une tasse de thé et son regard s'était perdu au loin. Elle ne le vit pas ou fit semblant de ne pas le voir. Ce qui le frappa fut la tristesse paisible qu'il lut sur son visage. Ce n'était pas une mélancolie pesante, mais une sorte de sérénité résignée. Et pour la première fois, Antoine se demanda ce qu'elle portait en elle, quels souvenirs, quelles absences. Mais c'est un autre détail qui le troubla réellement, le collier. Un pendentif discret, d'un argent vieilli qu'elle portait chaque jour sans exception. Il n'était pas ostentatoire ni à la mode. Antoine, qui n'avait jamais été très attentif à ce genre d'objet, fut néanmoins happé par ce bijou. Plus il le regardait, plus une sensation familière naissait en lui, comme si ce pendentif faisait écho à quelque chose d'enfoui dans sa mémoire. Il tenta de s'en souvenir avec précision. Où avait-il vu ce collier? Était-ce Élise qui le possédait? Ou quelqu'un d'autre dans une autre époque de sa vie? Rien de clair ne surgissait, mais la sensation persistait. Camille ne semblait pas se rendre compte de l'attention croissante qu'il lui portait. Elle restait dans sa bulle, polie mais distante, concentrée sur ses responsabilités. Elle n'allait jamais au-delà de ce qui était attendu, mais faisait tout avec un soin tel qu'il devenait difficile de ne pas remarquer sa présence. Même les autres membres du personnel en parlaient avec une certaine admiration discrète. Elle n'essayait de plaire à personne, mais imposait malgré elle une forme de respect. Pour Antoine, cette présence devenait une anomalie. Il avait appris à se couper du monde, à ne plus rien ressentir. La douleur de la perte d'Élise l'avait vidé, réduit à une version fonctionnelle de lui-même. Les tentatives de ses proches, les lettres, les visites, les mots compatissants, il avait tout rejeté. Rien ne l'atteignait, jusqu'à ce que cette femme, sans un mot, sans un geste déplacé, commence à grignoter son armure. Pas par séduction, pas par effronterie, simplement par sa manière d'être là. Il tenta, pendant plusieurs jours,
de ne plus la regarder, de se replier à nouveau dans son mutisme. Mais chaque fois qu'il entendait la porte de son bureau s'ouvrir et se refermer doucement, chaque fois qu'il percevait le léger froissement de ses dossiers, il sentait une tension monter en lui. Une sorte d'inquiétude nouvelle. Il craignait qu'elle parte, qu'elle ne tienne pas longtemps dans ce climat si froid, et en même temps, il se savait incapable de faire le moindre geste pour l'encourager à rester. Il était prisonnier de son deuil, de ses habitudes, de ses silences. Un après-midi, alors qu'il feuilletait machinalement un cahier de croquis appartenant à Élise, il tomba sur un dessin. Une esquisse légère, à peine achevée, représentant une silhouette féminine de profil, avec un collier presque identique à celui que portait Camille. Le choc fut immédiat. Ce n'était pas une coïncidence. Élise dessinait souvent des femmes croisées dans la rue, ou des portraits imaginés. Mais ce collier, ce détail précis, ce n'était pas une invention. Il en était sûr maintenant. Elle l'avait vu quelque part. Elle l'avait connu. L'image s'imprima dans son esprit. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans son fauteuil, face à la fenêtre noire, obsédé par cette correspondance étrange. Qui était vraiment Camille Dubois? Que savait-elle, consciemment ou non, du passé d'Élise? Était-ce un simple hasard ou une convergence plus profonde? Au petit matin, alors que la maison dormait encore, Antoine prit une décision. Il ne parlerait pas tout de suite, il observerait encore. Mais il chercherait des réponses, discrètement. Car ce détail, ce collier ancien, venait d'ébranler ses certitudes. Et il sentait, sans savoir comment, que ce n'était que le début. L'automne s'installait lentement sur les hauteurs de Lyon. Les feuilles rougissaient, tapissant les allées de la demeure Lefebvre d'un crissement fragile. Les jours se raccourcissaient et une fraîcheur humide s'insinuait par les fentes des fenêtres. Dans ce climat feutré, la maison semblait encore plus silencieuse qu'à l'ordinaire. Pourtant, quelque chose imperceptible à l'œil nu était en train de bouger dans l'atmosphère. Antoine Lefebvre, après des mois d'isolement farouche, commençait à sortir de son immobilité. Pas dans les actes, il restait enfermé, évitait les réunions, ignorait les messages, mais dans son regard. Son attention ne flottait plus au-dessus du vide. Elle s'accrochait discrètement à une présence nouvelle. Ce matin-là, Camille s'était installée comme à son habitude, feuilletant des documents à archiver, préparant des notes de synthèse, répondant à des demandes administratives. Elle portait un chemisier bleu foncé et le même pendentif argenté qui semblait désormais hanter l'esprit d'Antoine. Rien dans son comportement ne laissait entrevoir une attente. Elle était comme toujours, concentrée, calme, mesurée. Il était un peu plus de 10 heures quand la porte de son bureau s'ouvrit doucement. Camille leva les yeux, s'attendant à voir le majordome ou peut-être un membre du personnel. Mais ce fut Antoine. Il n'était pas entré chez elle. Il se tenait sur le seuil, une main posée sur l'encadrement, l'autre légèrement tremblante. Il la regarda un instant, comme s'il hésitait, puis prononça d'une voix rauque, à peine audible. « Pourrais-je avoir un café, s'il vous plaît ?» Le silence qui suivit fut presque irréel. Camille mit une fraction de seconde à comprendre qu'il s'adressait à elle, directement, sans intermédiaire. Elle se leva sans mot dire, hocha doucement la tête et se dirigea vers la cuisine. Lorsqu'elle revint quelques minutes plus tard, un plateau en main, il l'attendait toujours. Il se poussa, laissa la porte ouverte et retourna dans son bureau. Elle le suivit. C'était la première fois qu'elle entrait dans cette pièce. La lumière y était douce, tamisée par des rideaux de lin. Une bibliothèque imposante occupait un mur entier, rempli de livres aux reliures anciennes. Au centre, un grand bureau en bois massif, couvert de papiers, de carnets, de lettres ouvertes et de quelques photographies. Antoine s'était assis derrière et lui fit un signe discret pour qu'elle pose le café. Elle déposa le plateau sans bruit. Il la regardait, sans insistance mais avec attention. Puis, contre toute attente, il désigna le fauteuil en face du sien. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Camille hésita, puis obéit sans poser de questions. Le silence s'installa à nouveau, dense, mais curieusement paisible. Il ne disait rien, et elle non plus. Elle observa les objets qui l'entouraient, une photo d'Élise posée sur le coin du bureau, un stylo cassé conservé dans un écrin, une pile de livres annotés à la main. Tout témoignait d'une vie suspendue, figée dans la douleur. Antoine, quant à lui, ne la quittait pas des yeux. Il semblait chercher quelque chose dans ses traits, ou peut-être dans son attitude. Après quelques minutes, elle se leva doucement. Elle n'avait pas envie de troubler davantage ce moment fragile.
Mais en se levant, un papier glissa de son carnet et tomba sur le canapé en velours derrière elle. Elle ne s'en rendit pas compte et sortit sans un mot. Antoine resta un moment immobile, puis, par curiosité ou par instinct, se leva et ramassa le papier. C'était un simple billet, une note griffonnée à la main, une liste de choses à faire. Mais une ligne attira immédiatement son attention. Annoncé au fleuriste, bouquet pour la tombe de maman, Madeleine Roux, vendredi. Il relut la phrase plusieurs fois. Madeleine Roux. Ce nom lui explosa à l'esprit comme une détonation silencieuse. C'était le nom de l'infirmière qui avait accompagné Élise dans les derniers mois de sa vie. Une femme douce, discrète, compétente. Il se souvenait d'elle avec une clarté troublante parce qu'elle avait su rendre les derniers jours d'Élise plus supportables, plus humains. Il recula d'un pas, le billet toujours en main. Camille. Était-elle la fille de cette femme? Était-ce un hasard? Une coïncidence? Ou quelque chose de plus profond? Il se rassit, le cœur battant. Il avait tant de souvenirs flous de cette époque, entre les veilles à l'hôpital, les silences d'Élise, les tentatives de normalité. Mais Madeleine, il s'en souvenait bien. Elle venait tôt le matin, repartait tard. Elle parlait peu, mais ses gestes disaient tout. Élise l'aimait beaucoup, disait qu'elle lui rappelait sa sœur disparue. La possibilité que Camille soit sa fille bouleversa Antoine. Cela expliquait certaines choses, peut-être. Ce collier, un héritage. Cette manière d'être, apprise auprès d'une mère tournée vers les autres, et cette tristesse discrète dans son regard. Un deuil récent. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Une coïncidence? Peut-être. Mais il savait au fond de lui que ce n'en était pas une. Les heures passèrent sans qu'il quitte son bureau. Il relut plusieurs fois le billet. Il n'osait pas encore la confronter. Il ne voulait pas brusquer cette fragile proximité qui s'était installée entre eux, mais il savait qu'il ne pourrait pas garder le silence éternellement. Quelque chose en lui avait été remué. Un lien invisible, inattendu, venait de se révéler. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentait autre chose que le vide. De la curiosité, de l'espoir peut-être, mais aussi une peur ancienne, celle d'ouvrir à nouveau son cœur et d'y découvrir une vérité qu'il n'était pas prêt à entendre. Le billet ne quitta pas le bureau d'Antoine pendant toute la nuit. Il le posa d'abord sur le coin de sa table, à côté de son verre d'eau, puis le glissa dans un livre, comme pour le dissimuler à lui-même. Mais au fil des heures, il le ressortit à plusieurs reprises, relut la même ligne, s'attarda sur le nom. Madeleine Roux. 2 mots qui éveillaient en lui un monde d'images floues, de couloirs d'hôpital baignés de lumière artificielle, de silence entrecoupé par les respirations fragiles d'Élise, et toujours, dans un coin, la silhouette de cette infirmière douce, présente, presque effacée. C'était elle, sans le moindre doute. Il se souvenait de ses mains, de sa voix posée, de ses gestes sûrs. Madeleine n'était pas une femme bavarde, mais elle savait écouter. Elle parlait peu, mais chaque mot était choisi, placé avec soin. Antoine se rappelait les rares échanges qu'ils avaient eus, toujours empreints de respect, de dignité. Elle ne posait pas de questions inutiles, ne cherchait jamais à envahir l'intimité de leur douleur. Elle se contentait d'être là, d'adoucir les instants les plus durs. Et maintenant, cette Camille, si semblable dans sa retenue, dans sa manière de se mouvoir, dans son silence habité. Le lendemain matin, Antoine descendit plus tôt que d'habitude. Il passa par le jardin, observa les feuilles mortes s'accumuler près de la fontaine abandonnée. Il n'avait pas mis les pieds dehors depuis plusieurs semaines. L'air frais lui sembla presque étranger. Puis il retourna à son bureau, où Camille l'attendait déjà, comme chaque jour, assise, concentrée sur un dossier. Il la regarda un instant à travers la vitre, comme pour confirmer ce qu'il soupçonnait. Ce n'était pas seulement la coïncidence du nom, c'était tout, son calme, sa discrétion, sa pudeur. Elle leva les yeux brièvement, croisa son regard. Il sentit qu'elle avait compris qu'il la regardait différemment. Pas avec la même distance des premiers jours, mais avec une intensité nouvelle, presque inquiète. Elle ne détourna pas les yeux tout de suite, comme si elle acceptait le questionnement muet qu'il lui adressait. Pendant la matinée, il se força à poursuivre ses tâches administratives, mais ses pensées revenaient sans cesse vers le billet. À midi, il demanda au majordome de le laisser seul pour le déjeuner. Il n'avait pas faim. Il restait là, figé, les doigts posés sur le bois du bureau, le regard perdu. Finalement, à 15 heures, il se leva d'un bond, se dirigea vers la porte de Camille et frappa. Une première depuis 2 ans.
Elle se redressa, surprise, mais répondit d'une voix posée. « Oui ?» Il entra. Elle se leva immédiatement, par réflexe, comme si elle pressentait que ce moment allait marquer un tournant. Il resta debout près de la porte, incertain. Puis, après un silence trop long, il demanda « Votre mère s'appelait Madeleine Roux ?» Elle acquiesça lentement, le regard direct. « Oui, elle était infirmière. Elle est décédée il y a un peu plus d'1 an. » Il inspira profondément. « Elle a travaillé ici, enfin, auprès de ma femme, Élise. Je me souviens d'elle. Elle nous a beaucoup aidés. » Camille ne sembla pas surprise. Elle hocha la tête doucement. Elle parlait souvent d'une de ses patientes, une femme douce, cultivée, qui l'avait marquée. Je crois que c'était Élise. Un frisson passa entre eux. Le silence n'était plus gênant. Il était chargé d'un poids partagé, celui de souvenirs mêlés qui remontaient à la surface. Antoine s'approcha d'un pas. Je ne savais pas qu'elle avait une fille. Camille esquissa un demi-sourire. Elle ne parlait pas beaucoup d'elle-même. Et moi, je n'étais pas souvent là, j'ai quitté la maison assez jeune. Nous nous écrivions plus qu'on ne se parlait. Elle préférait le silence aux longues conversations. Il se reconnut dans cette phrase. Élise aussi préférait le silence. Lui-même avait appris à ses côtés la valeur d'un mot bien placé, d'un regard qui en disait plus qu'un discours. Ils restèrent là, sans s'asseoir, sans chercher à combler le vide. Un respect mutuel se tissait, à chaque phrase prononcée. Camille, en parlant de sa mère, laissait entrevoir une douleur encore vive, mais aussi une immense admiration. Antoine, en écoutant, redécouvrait une période de sa vie qu'il avait volontairement enfouie, comme si revivre ces moments pouvait fissurer la forteresse qu'il s'était construite. Il finit par dire, presque à voix basse, « Merci d'avoir accepté ce poste. Je sais que ce n'est pas conventionnel. » Camille répondit avec simplicité, « Je ne cherche pas ce qui est conventionnel. J'essaie juste de faire mon travail, avec dignité. » Une phrase simple, mais qui résonna profondément en lui, comme un écho des paroles de Madeleine. Lorsqu'il quitta la pièce, il se sentit vidé, mais aussi apaisé. Il avait franchi une frontière qu'il n'avait pas osé approcher depuis longtemps, celle du lien humain. Pas de l'amitié ni de la complicité, mais de cette reconnaissance silencieuse entre deux personnes ayant partagé, sans le savoir, un fragment d'histoire commune. Camille, restée seule, regarda la porte se refermer. Elle savait que quelque chose venait de basculer. Elle ne connaissait pas encore les implications de cette découverte, ni si elle serait bienvenue dans cet univers encore marqué par l'absence, mais elle sentait que la vérité, aussi fragile soit-elle, avait sa place, et que peut-être dans cet échange, une réparation pouvait commencer à naître, non pas de celle qu'on espère, mais de celle qu'on accepte, lentement, jour après jour. Dans les jours qui suivirent la conversation entre Camille et Antoine, une atmosphère nouvelle s'installa dans la maison Lefebvre. Rien d'ouvertement spectaculaire ne se produisit. Antoine ne changea pas soudainement de rythme, ne réapparut pas aux réunions, ne convoqua pas de conférence de presse. Mais ses gestes devinrent plus assurés, son regard moins absent. Il commença à répondre à certains courriels, à commenter brièvement des rapports. Les employés les plus anciens, ceux qui avaient appris à lire les signes subtils de son humeur, sentirent que quelque chose se modifiait dans l'air, et cette transformation, si discrète soit-elle, ne passa pas inaperçue à l'extérieur de la maison non plus. Pierre Marchand, associé historique de la maison Lefebvre, ressentit cette inflexion avec une inquiétude grandissante. Depuis 2 ans, il avait assumé la quasi-totalité de la gestion de l'entreprise, représentant la voix et la volonté d'Antoine auprès du conseil d'administration, des partenaires et des médias. Il n'avait jamais contesté l'isolement de son ami, convaincu que le chagrin exigeait le respect du silence. Mais il s'était habitué à ce pouvoir tranquille, à cette autonomie tacite. Le retour progressif d'Antoine, même sous forme embryonnaire, sonnait comme une menace à son autorité. Et ce changement semblait coïncider sans hasard avec l'arrivée de Camille Dubois. Pierre l'avait rencontrée brièvement lors de son entretien d'embauche. Elle lui avait semblé polie, sérieuse, presque transparente. Il n'avait pas perçu en elle un quelconque danger, ni même un potentiel de perturbation. Mais maintenant, il devait admettre que sa présence avait fait bouger des lignes que lui-même avait tenté de figer. Il n'y croyait pas à une simple coïncidence. Et ce qu'il redoutait le plus n'était pas l'influence directe qu'elle aurait pu exercer, mais la possibilité que, sans le vouloir, elle rallume quelque chose en Antoine, quelque chose d'imprévisible. Il décida de l'observer de plus près. Il multiplia ses passages à la demeure,
prétextant des dossiers à remettre en main propre, des décisions à discuter. Chaque fois, il prenait soin d'observer Camille dans ses gestes les plus anodins. Il la saluait avec une politesse froide, presque distante. Elle, fidèle à elle-même, ne cherchait ni à l'amadouer ni à l'impressionner. Elle répondait simplement, poursuivant son travail, sans s'impliquer dans les tensions invisibles qui commençaient à flotter autour d'elle. Un matin, alors qu'Antoine s'était absenté pour une rare visite dans les archives de l'entreprise, Pierre trouva Camille seule dans son bureau. Il entra sans frapper, d'un pas assuré, tenant un dossier sous le bras. Elle leva les yeux, légèrement surprise, mais ne montra aucune nervosité. Il s'approcha et, sans préambule, déclara « Je vois que vous avez su vous adapter à la maison Lefebvre. » Elle hocha la tête calmement. « Je fais de mon mieux. » Il posa le dossier sur la table mais ne s'éloigna pas. Son regard devint plus appuyé. Antoine n'est pas un homme facile à comprendre. Beaucoup ont essayé de se rapprocher de lui, sans succès. Il a besoin de stabilité, de silence, d'ordre. Camille le fixa sans broncher. « Je n'ai pas l'intention de troubler quoi que ce soit. Je fais simplement mon travail. » Pierre esquissa un sourire, mais ses yeux restaient glacés. Parfois, sans s'en rendre compte, on peut perturber un équilibre fragile, même en silence. Elle comprit alors que ce n'était pas une simple conversation. C'était un avertissement. Une manière voilée de lui dire qu'elle était observée, que sa place ici restait conditionnelle. Elle ne répondit rien. Inutile d'entrer dans une joute qu'elle ne souhaitait pas nourrir. Pierre la regarda encore un instant, puis tourna les talons, laissant derrière lui un parfum de tension. Antoine, de retour plus tard dans la journée, sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Camille n'était pas agitée, mais une retenue nouvelle semblait peser sur ses gestes. Elle évitait son regard, répondait plus brièvement, comme si elle cherchait à se rendre invisible à nouveau. Il tenta de l'interroger d'un regard, mais elle ne donna aucun indice. Ce silence soudain, après tant de fragiles ouvertures, le troubla profondément. Le lendemain, il convoqua Pierre pour une réunion à huis clos. Cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu dans un cadre aussi direct. Dès les premières minutes, Antoine aborda le sujet sans détour. « Tu as parlé à Camille. Tu lui as dit quelque chose. » Pierre, feignant l'ignorance, répondit d'un ton neutre. « J'ai simplement échangé quelques mots. Elle semblait bien installée. » Antoine n'était pas dupe. Il avait appris à lire entre les lignes, surtout avec son ancien ami. « Tu crois qu'elle est une menace ?» Pierre se raidit. « Je pense qu'elle est une inconnue, et tu sais aussi bien que moi que ton équilibre est trop précieux pour être mis en péril par quelqu'un dont on ne sait presque rien. » Antoine se leva. Sa voix, d'ordinaire posée, se fit plus ferme. « Je ne suis pas en verre, et si mon équilibre dépend d'une immobilité permanente, alors je préfère le voir brisé. » Il marqua une pause, puis ajouta « Elle n'a rien demandé, elle n'a rien fait pour attirer mon attention. Et pourtant, elle m'a rappelé ce que c'est d'avoir quelqu'un en face de soi. Juste ça, une présence, pas une stratégie. » Pierre resta figé, incapable de répondre. Pour la première fois depuis des mois, Antoine avait repris l'initiative. Pas par colère, mais par conviction. Une conviction naissante, certes, encore fragile, mais authentique. Il venait de tracer une ligne. Et à travers elle, il reconnaissait quelque chose de fondamental, la possibilité, même infime, de recommencer à vivre, pas à oublier, mais à avancer. Et Camille, sans rien exiger, sans rien promettre, était devenue le point autour duquel ce mouvement pouvait s'amorcer. Le lendemain du face-à-face entre Antoine et Pierre, la tension dans la demeure Lefebvre s'était dissipée, mais non sans laisser une empreinte. Camille, bien qu'elle n'ait assisté à aucun échange direct, avait senti que quelque chose s'était interposé entre les deux hommes. Elle percevait les changements subtils, le ton plus grave dans les discussions de couloir, la nervosité feutrée des employés, le silence inhabituellement prolongé dans les couloirs. Cependant, elle n'en montra rien. Elle se contenta de poursuivre ses tâches avec la même précision que toujours, sans jamais baisser la tête. Antoine, lui, était resté silencieux durant toute la matinée. Il avait tenté de se replonger dans ses dossiers, mais ses pensées revenaient inlassablement à la conversation avec Pierre. Il n'arrivait pas à décider s'il avait été trop dur ou simplement nécessairement honnête. Ce qu'il savait, en revanche, c'est qu'il ne pouvait plus continuer à vivre dans le flou. Trop de choses restaient non dites, enfouies sous des couches de deuil et de silence. Il avait besoin de réponses, et il savait maintenant où les chercher. Ce fut en début d'après-midi qu'il frappa à la porte du bureau de Camille. Elle leva les yeux, surprise,
Il entra sans attendre d'invitation, s'installa en face d'elle. Il avait le regard grave, mais non fermé. Elle sentit immédiatement qu'il venait avec une intention claire. Il resta silencieux quelques secondes, puis dit simplement « J'aimerais que vous me parliez de votre mère. » Camille ne s'attendait pas à une telle question, encore moins formulée avec tant de douceur. Elle le regarda, cherchant dans son visage un indice de la raison de cette demande, mais elle n'y lut que de la sincérité. Elle se redressa légèrement, inspira profondément. « Ma mère s'appelait Madeleine Roux. Elle a été infirmière pendant presque toute sa vie. Elle a commencé dans un petit hôpital à Grenoble, puis est venue à Lyon quand j'avais 14 ans. Elle était passionnée par son métier. Elle disait que soulager la douleur des autres lui donnait un sens. » Antoine écoutait attentivement, sans l'interrompre. Camille poursuivit, sa voix devenant plus douce. Elle travaillait énormément. Parfois, je ne la voyais que le matin, entre deux gardes, mais elle écrivait beaucoup. Elle tenait un journal, des carnets, des lettres qu'elle ne postait jamais. Elle avait cette façon étrange d'être proche sans être envahissante. Elle m'aimait, je le sais, mais elle avait du mal à le dire autrement qu'en actes. Elle s'interrompit, comme si un souvenir venait de surgir. Puis, d'une voix plus lente, elle m'a parlé d'une patiente, une femme qu'elle avait soignée à domicile pendant plusieurs mois. Elle ne disait pas son nom, mais je comprenais qu'elle avait été très marquée par cette femme. Elle disait que c'était une présence douce, intelligente, qui lui avait rappelé que la fragilité humaine n'était pas un défaut, mais une beauté. Je n'ai compris qu'en arrivant ici, en voyant vos photos, vos livres, l'atmosphère que cette patiente, c'était Élise. Antoine baissa légèrement la tête. Il sentit sa gorge se nouer. Oui, elle a beaucoup compté pour Élise, et pour moi aussi, elle. Elle a été là quand personne d'autre ne pouvait l'être, sans faire de bruit, sans juger. Il marqua une pause. Je me souviens d'une fois où elle est restée toute une nuit, même sans être de garde. Élise souffrait terriblement, et elle n'a pas voulu qu'on appelle un médecin. Juste, elle. Et elle est restée sans rien dire, lui tenant la main. Je ne l'ai jamais oubliée. Camille baissa les yeux, émue. Elle ne pleurait pas, mais ses traits s'étaient tendus, comme si une corde longtemps tendue venait de céder. Merci de me dire cela. Elle ne parlait jamais de ce qu'elle vivait avec ses patients. Mais je savais, quand elle rentrait ces jours-là, qu'elle portait quelque chose de plus lourd. Elle se taisait encore davantage. Elle regardait le vide. Elle écrivait. Antoine se leva lentement, fit quelques pas dans la pièce, les mains croisées derrière le dos. Je me suis souvent demandé pourquoi je ne lui avais jamais écrit après la mort d'Élise. Je voulais la remercier, mais je n'en ai pas eu la force. Puis le temps est passé, et je me suis enfermé dans ce silence. Comme si ne pas parler, c'était une façon de prolonger sa présence. Il se retourna vers Camille, et voilà que vous entrez dans ma vie, avec ce nom, ce visage, cette voix, et tout me revient avec une clarté douloureuse. C'est comme si elle vous avait envoyé. Elle ne répondit pas. Les mots auraient été de trop. Elle se contenta de le regarder, les yeux brillants d'une émotion contenue. Il se rassit, les coudes sur les genoux. Je ne sais pas ce que cela veut dire, ni ce que je dois faire de tout cela. Mais je sens que je ne peux pas ignorer cette coïncidence, ce lien. Camille acquiesça. Moi non plus. Je ne crois pas au hasard pur. Peut-être qu'il y a des choses qui doivent se dire, même après le silence. Leur échange dura encore quelques minutes, dans une atmosphère lourde mais apaisante. Il ne s'agissait plus d'un simple rapport professionnel. Quelque chose de plus profond, de plus humain, venait de s'ancrer entre eux. Une reconnaissance mutuelle, née non de la volonté mais de la mémoire. Antoine, en quittant la pièce, savait que cette conversation marquait un tournant. Il avait rouvert une porte qu'il croyait définitivement scellée. Et derrière cette porte, il trouvait non seulement le souvenir d'Élise, mais aussi un nouveau visage, une nouvelle voix, un nouveau silence, qui n'était plus celui du deuil, mais de la résonance. Le soir où Antoine quitta le bureau de Camille, un vent plus froid que d'ordinaire traversait les allées du jardin. Il s'attarda un moment sous la véranda vitrée, regardant les ombres s'étirer sur les dalles grises. La maison, malgré la lumière douce qui s'échappait par endroits, semblait encore plus vaste, plus silencieuse. Pourtant, quelque chose en lui s'était déplacé. Il ne savait pas exactement quoi, mais il sentait que la conversation avec Camille n'avait pas seulement ravivé des souvenirs. Elle avait ébranlé un verrou intérieur qu'il croyait scellé pour toujours. Camille, de son côté, resta longtemps assise après son départ.
Elle ne savait pas si elle avait été utile ou si elle avait, sans le vouloir, ranimé une douleur qu'il aurait préféré laisser en sommeil. Elle pensait à sa mère, à ses lettres non envoyées qu'elle écrivait chaque soir, posée dans le fauteuil du salon, un carnet sur les genoux, la lumière tamisée par l'abat-jour vert. Madeleine Roux écrivait à ceux qui ne répondraient jamais, écrivait ce qu'elle ne pouvait dire. Camille avait conservé une boîte contenant quelques-uns de ses papiers. Ce n'étaient pas des journaux intimes, ni des confessions. C'étaient des pensées suspendues, des mots posés dans le vide, comme pour remplir le silence de l'absence. Le lendemain, un dimanche, Camille profita du calme pour trier certains cartons qu'elle n'avait pas encore ouverts depuis son emménagement à Lyon. Elle n'avait jamais été très attachée aux objets, mais elle conservait quelques affaires de sa mère avec une tendresse particulière. Parmi les carnets, elle retrouva une enveloppe jaunie adressée à la main. Monsieur Antoine Lefebvre, personnel. Aucun timbre, aucune date. L'écriture était reconnaissable entre mille, anguleuse mais maîtrisée, la même que sur les post-it que sa mère collait partout, sur le frigo ou sur le miroir. Camille hésita. La lettre n'avait jamais été envoyée. Elle était sans doute restée là, oubliée ou volontairement gardée. La tentation de l'ouvrir était forte, mais elle la repoussa. Ce n'était pas à elle de la lire, pas avant lui en tout cas. Après plusieurs minutes de réflexion, elle décida de la glisser dans un dossier neutre, sans mots ni commentaires, et de l'apporter le lendemain à la maison Lefebvre. Ce fut en fin de matinée qu'elle déposa discrètement la lettre sur le bureau d'Antoine, parmi d'autres documents qu'il lui avait demandé de préparer. Elle ne dit rien, n'attira pas son attention sur l'enveloppe. Elle voulait que la découverte soit spontanée s'il devait la lire. Puis elle retourna à son travail, les mains légèrement tremblantes, sans savoir pourquoi elle redoutait tant sa réaction. Antoine, absorbé dans une pile de rapports, mit un certain temps avant de remarquer l'enveloppe. Lorsqu'il tomba dessus, son cœur manqua un battement. Il reconnut immédiatement l'écriture. Il n'avait pas vu cette calligraphie depuis plus de 2 ans, mais elle lui revint avec une clarté saisissante. Il resta immobile, l'enveloppe entre les doigts. Il hésita à l'ouvrir, la posa, la reprit. Puis, lentement, il déchira le papier. La lettre tenait en une seule page. Le ton était simple, direct, empreint d'une pudeur rare. Madeleine y racontait les derniers jours d'Élise, non pas pour rappeler la souffrance, mais pour témoigner de la manière dont elle avait traversé cette épreuve. Elle parlait de la douceur avec laquelle elle regardait Antoine, même quand elle ne pouvait plus parler. Elle évoquait une nuit en particulier, où Élise, dans un moment de lucidité, avait murmuré le prénom d'Antoine en lui serrant la main. Elle voulait que vous sachiez que votre silence n'était pas un oubli, mais une forme d'amour. Elle vous avait compris. La dernière phrase, écrite avec une écriture légèrement tremblante, disait simplement « Je vous souhaite un jour de respirer à nouveau ». Antoine lut la lettre plusieurs fois. À chaque lecture, un nouveau pan de souvenirs revenait. Il se vit assis près du lit, dans cette lumière pâle, tenant la main d'Élise. Il entendit à nouveau sa voix, faible mais encore pleine. Il revécut cette nuit sans même savoir que Madeleine était restée en retrait, veillant. Il sentit son cœur se serrer, mais pas comme avant. Il ne s'agissait plus d'une douleur tranchante, mais d'une émotion lourde, épaisse, pleine d'une gratitude amère. Il resta enfermé dans son bureau toute l'après-midi. Il ne répondit à aucun appel, ne sortit même pas pour le déjeuner. Camille, à l'extérieur, comprit sans qu'on le lui dise. Elle savait que la lettre l'avait atteint. Elle espérait seulement ne pas l'avoir blessé davantage. En fin de journée, elle frappa doucement à la porte. Pas de réponse. Elle attendit puis s'éloigna, respectant le silence. Le lendemain matin, la maison était inhabituellement calme. Antoine n'était pas apparu. Le personnel pensait qu'il avait peut-être décidé de ne pas sortir de sa chambre. Camille ressentait une angoisse sourde. Elle regrettait presque de lui avoir remis la lettre. Elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'elle avait ravivé une douleur qu'il avait réussi à enfouir. Mais en même temps, au fond d'elle, elle sentait que ce retour du passé était nécessaire. Ce ne fut que le surlendemain qu'il réapparut. Il entra dans son bureau à 8 heures précises, salua brièvement le majordome, demanda un café, ce qui déjà était rare, puis s'enferma. Il ne dit rien à Camille ce jour-là. Pas un mot sur la lettre, pas un mot sur Madeleine. Mais dans son regard, il y avait quelque chose de changé, moins de brume, une ombre, toujours, mais habitée. Et ce fut au moment où Camille, en fin de journée, quitta la pièce pour rentrer chez elle, qu'elle trouva sur son bureau
Un petit mot écrit à la main. Merci. Pour la lettre, pour le silence, pour tout. Rien d'autre. Mais cela suffisait. Cela disait tout ce qui devait être dit, sans poids, sans justification. Une reconnaissance, une confiance fragile, mais réelle. Un pas de plus dans ce long chemin de retour vers la lumière. Le mercredi suivant, une pluie fine s'abattait sur les collines de Lyon. Le ciel était bas, gris, et les rues semblaient ralenties par l'humidité persistante. Camille avait décidé de s'absenter pour la matinée, après avoir prévenu le majordome qu'elle reprendrait ses fonctions après le déjeuner. Elle n'avait rien précisé d'autre, et personne n'osa poser de questions. Ce jour-là, comme chaque année, elle rendait visite à la tombe de sa mère, Madeleine Roux, enterrée dans un cimetière modeste à l'ouest de la ville. Elle y allait seule, toujours à la même heure, avec le même bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de sa mère. Lorsqu'elle arriva, le sol était encore humide, les allées couvertes de feuilles mortes. Elle connaissait parfaitement le chemin, n'avait pas besoin de réfléchir. Le vent soufflait doucement entre les rangées de pierres tombales, soulevant de temps en temps un pétale détaché ou un brin d'herbe. Camille marchait d'un pas régulier, le bouquet à la main, le col de son manteau relevé jusqu'au menton. Elle n'avait pas pris de parapluie. La pluie, fine et constante, ne la dérangeait pas. Elle faisait partie du rituel. La tombe de Madeleine était simple, sobre, sans fioriture, juste une plaque en granit clair, avec son nom, ses dates de naissance et de décès, et une épitaphe qu'elle-même avait choisie peu avant de mourir. Aucune lumière ne disparaît, elle change seulement de forme. Camille y déposa les fleurs avec précaution, redressant légèrement un vase penché. Puis elle s'agenouilla, les mains croisées, et ferma les yeux. Elle resta ainsi plusieurs minutes, immobile, respirant lentement. Elle ne parlait jamais à voix haute devant la tombe. Ce n'était pas son habitude. Mais dans son silence, elle adressait des pensées, des fragments de ce qu'elle aurait voulu raconter. Elle parla intérieurement d'Antoine, de la maison Lefebvre, de cette lettre retrouvée, de ce lien qui l'unissait désormais à un homme qu'elle ne comprenait pas encore tout à fait, mais qui lui inspirait une étrange forme de respect. Elle se demandait ce que sa mère penserait de tout cela, si elle approuverait, si elle aurait su deviner cette proximité silencieuse qui se formait entre eux, à travers le souvenir commun d'Élise. Lorsqu'elle se releva, elle sentit une présence. Ce n'était pas un bruit, plutôt une sensation dans l'air, un déplacement à peine perceptible. En se retournant, elle aperçut de l'autre côté de l'allée une silhouette familière, Antoine. Il se tenait sous un vieux parapluie noir immobile, vêtu d'un manteau sombre. Il ne faisait aucun geste, ne disait rien. Il la regardait simplement. Camille, surprise, resta figée un instant. Elle ne savait pas s'il était venu exprès ou s'il l'avait suivi. Mais peu importait. Il était là. Pendant quelques secondes, ils restèrent ainsi, de part et d'autre du chemin. Puis Antoine fit un pas. Lentement, il traversa l'allée, s'approcha d'elle. Lorsqu'il arriva à sa hauteur, il ne dit qu'un mot prononcé avec une gravité calme. « Merci ». Ce fut tout. Mais ce mot résonna dans l'espace vide autour d'eux comme une déclaration. Il n'était pas seulement adressé à Camille. Il contenait aussi un adieu, une reconnaissance muette envers Madeleine, et peut-être plus encore envers lui-même, pour avoir enfin osé quitter les murs invisibles de son deuil. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle hocha la tête avec lenteur, les yeux humides, mais sans larmes visibles. Elle baissa légèrement les yeux, puis, dans un geste aussi naturel que rare, elle lui proposa de marcher un peu. Il accepta sans mot dire, et ensemble, ils longèrent les allées du cimetière sous la pluie qui continuait de tomber avec constance. Ils ne parlèrent pas. Leurs pas étaient synchrones, réguliers. La présence de l'un ne gênait pas l'autre. C'était comme si, dans ce décor austère, ils avaient trouvé un espace où les silences étaient légitimes, où les non-dits devenaient des formes de dialogue. Antoine, en regardant les tombes alignées, pensait à Élise, à ce qu'elle aurait dit de Camille, de cette jeune femme si discrète, si forte. Il savait qu'elle aurait approuvé sa présence, qu'elle aurait reconnu en elle la même force tranquille que chez Madeleine. Après plusieurs minutes, ils quittèrent les allées et retrouvèrent le chemin de sortie. Antoine proposa de la raccompagner, mais Camille refusa doucement. « Je préfère marcher un peu. » Il comprit. Il respectait cette volonté de solitude. Ils se séparèrent sans formule convenue, juste un dernier regard, une sorte de promesse silencieuse. Antoine rentra à la maison en voiture. Durant tout le trajet,
Il resta plongé dans ses pensées. Ce moment partagé, si simple en apparence, avait pourtant une portée immense. Il avait franchi une barrière qu'il ne savait même pas pouvoir franchir. Il avait retrouvé, le temps d'un matin pluvieux, une part de lui-même qu'il croyait morte. Et Camille, sans rien exiger, lui avait permis cela. Camille, elle, continua de marcher longtemps. Elle traversa des rues qu'elle ne connaissait pas, s'arrêta devant des vitrines fermées, se laissa guider par le hasard. Elle ne pensait pas à l'avenir, ni à ce que tout cela voulait dire. Elle se contentait d'avancer, les mains dans les poches, les pensées en désordre. Mais une chose était certaine, elle n'était plus seule dans son deuil, et lui non plus. Ce qui les liait n'était pas encore de l'amitié ni de l'amour. C'était quelque chose de plus rare, une reconnaissance silencieuse entre deux êtres cabossés, qui, dans un monde saturé de bruit, avaient appris à se retrouver dans le silence. La rumeur du retour progressif d'Antoine Lefèvre à la direction de son entreprise ne tarda pas à se répandre. Les couloirs du siège parisien de Lefèvre Patrimoine bruissaient de murmures discrets. Certains membres du conseil d'administration s'échangeaient des regards entendus. Des employés habitués à l'absence du fondateur se demandaient ce que ce changement signifiait pour l'avenir du groupe. Pierre Marchand, jusqu'alors figure incontestée aux commandes, sentait le sol se dérober lentement sous ses pieds. Il ne s'agissait pas d'un retour officiel. Antoine ne faisait encore aucune apparition publique, n'assistait à aucune réunion, ne signait que les documents essentiels. Mais il posait des questions, il répondait aux courriels, il demandait des rapports spécifiques et surtout, il réapprenait à écouter. Le personnel de la maison Lefèvre en parlait avec une discrétion mêlée d'admiration. Depuis la venue de Camille, disait-il, quelque chose s'était ouvert en lui. Et cette transformation n'échappa pas à Pierre. Ce dernier, dont l'influence reposait en grande partie sur l'inaction prolongée de son ami, voyait dans cette résurgence un danger imminent. Il connaissait Antoine depuis des années, avait partagé ses plus grands succès, mais aussi ses pertes les plus douloureuses. Et il savait à quel point le retour de cet homme dans les affaires pouvait bouleverser l'équilibre qu'il avait patiemment consolidé. Il ne s'agissait pas de pouvoir pur, mais d'un certain ordre qu'il avait su maintenir. Camille, dans son rôle discret mais catalyseur, représentait une faille dans ce système. Pierre prit alors une décision. Lors d'un déjeuner semi-officiel avec deux membres du conseil d'administration, il évoqua d'un ton faussement détaché l'évolution récente à la maison Lefèvre. Il parla d'Antoine, de son changement d'attitude et glissa subtilement le nom de Camille Dubois. Il la présenta comme une inconnue, venue sans recommandation véritable, dont l'influence sur Antoine semblait, selon lui, démesurée. Il n'accusa de rien, ne formula aucun reproche direct, mais insinua qu'il serait peut-être temps d'évaluer l'impact de certaines présences sur la stabilité de leur président. Les mots furent choisis avec soin, le ton restait feutré, mais le message passa. Les deux administrateurs, bien qu'ils n'aient pas formulé de jugement définitif, promirent de rester attentifs, et cela suffisait pour que la graine du doute soit semée. Le lendemain, Camille fut convoquée au siège de Lefèvre Patrimoine pour une rencontre informelle avec le responsable des ressources humaines. Elle accepta sans sourciller, se présenta à l'heure dite, vêtue comme à son habitude d'un tailleur sobre, l'expression calme. L'entretien dura moins d'une demi-heure. On lui posa des questions vagues sur son expérience, ses missions actuelles, sa relation professionnelle avec Antoine. Elle répondit sans détour, sans s'émouvoir, consciente qu'on testait plus sa réaction que ses compétences. À son retour, elle trouva un Antoine furieux, chose rare. Il l'attendait dans le salon principal, debout, le regard dur. Dès qu'elle entra, il dit « Je viens d'apprendre qu'on vous a convoqué au siège, sans mon accord, sans même m'en avertir. » Camille ne chercha pas à le calmer. Elle répondit posément « Je ne suis pas surprise. Je crois que certains commencent à s'inquiéter de votre retour. » Antoine serra les mâchoires. « Pierre !» Elle n'ajouta rien. Il avait compris. Ce fut ce silence, plus que tout, qui alluma en lui une colère froide. Il quitta la pièce sans mot dire, attrapa son téléphone et appela Pierre. La voix était calme, mais le ton ne laissait aucun doute. « Demain, à la maison. Ne fais pas attendre. » Le lendemain, à 9 heures précises, Pierre franchit de nouveau le seuil de la maison Lefèvre. Il était tendu, mais masquait son inconfort derrière une courtoisie froide. Antoine l'attendait dans la bibliothèque, une pièce rarement utilisée depuis la mort d'Élise. Les murs couverts de livres,
Le silence lourd donnait au lieu un air de tribunal invisible. Antoine ne perdit pas de temps. Tu as tenté de me contourner, tu as manipulé les ressources humaines, influencé le conseil. Et pourquoi? Pour écarter une femme qui n'a rien demandé, qui n'a rien fait d'autre que d'être là. Pierre répondit sur la défensive, « Je protège l'entreprise. Tu ne vois pas que tu t'attaches à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu t'ouvres trop vite, après 2 ans de fermeture totale. C'est dangereux. » Antoine le fixa, le regard dur. « Et moi, je crois que ce qui est dangereux, c'est de se méfier de tout ce qui n'entre pas dans ton petit ordre établi. Ce que Camille a apporté, tu ne peux pas le mesurer en chiffres. Elle n'a jamais cherché à s'immiscer dans mes décisions. Elle ne manipule rien. Elle est juste, là, présente. Et tu sais quoi? Ça suffit. Ça m'a suffi pour me souvenir que je suis encore vivant. » Pierre tenta une dernière fois de se justifier. « Je ne veux pas te perdre à nouveau. Tu étais détruit. Je t'ai vu au bord de l'abîme. J'ai juste peur que tu retombes. » Antoine, sans élever la voix, répondit « C'est moi que tu ne connais plus. Je ne suis pas le même. Mais je ne suis pas fragile. Et je ne laisserai personne, pas même toi, décider à ma place de qui peut ou non entrer dans ma vie. » La discussion s'arrêta là. Pierre quitta la maison sans saluer Camille. Le lien entre les 2 hommes, bien qu'anciens amis, venait d'être irrémédiablement altéré. Antoine, en prenant cette position, n'avait pas seulement défendu Camille. Il avait affirmé une volonté nouvelle, celle de reprendre sa place dans le monde, selon ses propres termes, au rythme dicté par son propre cœur. Et cette décision, plus que toute autre, marquait le vrai début de sa reconstruction. Les jours suivant le départ de Pierre furent marqués par un calme inhabituel dans la maison Lefebvre. Le personnel, bien que toujours discret, semblait respirer plus librement, comme si la tension qui flottait dans les couloirs avait enfin été levée. Antoine, quant à lui, se montrait plus présent que jamais. Il descendait pour les repas, passait du temps dans la bibliothèque, appelait des collaborateurs pour discuter de projets laissés en suspens. On le voyait même, certains matins, marcher dans les jardins, le regard toujours lointain, mais plus alerte, plus ancré dans le monde qui l'entourait. Camille observait ces changements avec une émotion qu'elle ne savait pas nommer. Elle ne cherchait pas à s'en mêler, ne revendiquait aucune influence, mais elle voyait bien que sa présence avait modifié quelque chose d'essentiel. Et c'est précisément ce constat qui la plongea dans une réflexion profonde, presque douloureuse. Depuis sa jeunesse, Camille avait appris à reconnaître les équilibres fragiles. Elle avait vu sa mère naviguer entre la compassion et la réserve, entre le soin et la distance, sans jamais franchir la ligne qui sépare l'implication du sacrifice. Et pourtant ici, dans cette maison silencieuse, elle sentait qu'elle s'approchait dangereusement de cette frontière. Ce n'était pas Antoine en tant qu'homme qui l'inquiétait, ni même la complexité de leur lien. Ce qui pesait sur elle, c'était l'idée de devenir une source de conflit, un élément perturbateur dans un univers qu'elle n'avait jamais voulu bouleverser. Le retour d'Antoine à la direction de l'entreprise avait déjà provoqué des remous. Sa confrontation avec Pierre avait été un choc pour tout l'écosystème de Lefebvre Patrimoine, et Camille, bien qu'elle n'ait jamais cherché à interférer, en était devenue malgré elle le catalyseur. Elle passa plusieurs nuits sans sommeil, à repenser aux derniers mois. Elle se souvenait de son arrivée, de la froideur initiale, de la lente transformation de l'atmosphère. Elle se rappelait les regards furtifs, les silences partagés, la visite au cimetière, la lettre de sa mère. Elle se demandait ce qu'Élise aurait pensé d'elle. Aurait-elle approuvé ce rapprochement? Aurait-elle vu en elle une menace, ou au contraire, un apaisement pour celui qu'elle avait tant aimé? Finalement, un jeudi matin, après une longue promenade solitaire dans les rues de Lyon, Camille prit sa décision. Elle rentra chez elle, rédigea une lettre de démission courte mais respectueuse, la glissa dans une enveloppe, puis retourna à la maison Lefebvre. Elle demanda à voir Antoine, qui l'accueillit dans le petit salon où ils avaient l'habitude de se croiser l'après-midi. Elle lui tendit l'enveloppe, sans mot d'introduction. Il la prit, surpris, la regarda quelques secondes, puis l'ouvrit. À mesure qu'il lisait, son visage changea. Les traits se crispèrent légèrement. Lorsqu'il releva les yeux, il ne dit rien immédiatement. Il la regarda, comme pour vérifier si c'était une plaisanterie. Mais le regard de Camille ne laissait aucun doute. Elle était sérieuse. Il posa la lettre sur la table, les mains posées à plat. « Pourquoi » demanda-t-il simplement. Elle répondit sans hésiter, mais avec une douceur immense. « Parce que je ne veux pas devenir un obstacle.
ni pour vous, ni pour ce que vous êtes en train de reconstruire. J'ai vu comment Pierre a réagi, comment l'entreprise vous regarde depuis que vous reprenez votre place. Et je refuse d'être une cause de division, même involontairement. Il secoua la tête, lentement. Vous n'êtes pas un obstacle. Vous êtes ce qui m'a permis de me souvenir, de moi, d'elle, du monde. Vous êtes la première chose vraie qui m'est arrivée depuis que tout s'est effondré. Il se leva, fit quelques pas, visiblement troublé, puis il se retourna vers elle. Je ne veux pas que vous partiez, pas parce que j'ai besoin de vous comme secrétaire, mais parce que votre présence a du sens, elle a du poids. Elle m'apaise. Camille resta silencieuse. Elle ne voulait pas que ses émotions prennent le dessus, mais elle sentit ses mains trembler légèrement. Antoine s'approcha, plus près qu'il ne l'avait jamais fait. Il parla plus bas, presque comme une confession. « Je ne vous ai jamais dit pourquoi je me suis retiré, vraiment. Ce n'est pas seulement la mort d'Élise, c'est ce que j'ai ressenti après. Ce vide, ce silence. C'était comme si plus rien n'avait le droit d'exister, comme si tout ce que je faisais serait une trahison. Un affront à sa mémoire. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Camille l'écoutait immobile, le regard ancré dans le sien. Et puis vous êtes arrivé, sans prétention, sans éclat. Vous n'avez rien exigé, rien attendu. Vous étiez simplement là. Et j'ai compris que continuer à vivre n'était pas un crime. Que ce souvenir pouvait coexister avec avancée. Et ça, Camille, personne d'autre n'aurait pu me le faire ressentir. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle se sentait à la fois honorée et terriblement vulnérable. Ce n'était pas une déclaration d'amour, c'était plus que cela. Une reconnaissance essentielle, nue, sans décor. Antoine s'assit à nouveau. Il prit la lettre de démission, la plia lentement et la posa entre eux. « Je ne l'accepte pas, pas maintenant. Pas tant que vous n'êtes pas sûr. Je ne vous retiendrai pas. Mais je vous demande d'y réfléchir. Encore un peu. » Camille acquiesça. Elle se leva, le cœur en tumulte. Elle ne savait pas ce que cela voulait dire pour demain, ni pour après-demain. Mais ce qu'elle savait à cet instant précis, c'était que les liens les plus profonds ne se choisissent pas toujours. Ils naissent parfois dans le silence, dans le regard de quelqu'un qui vous voit sans vous juger, dans les gestes simples d'une présence constante. Et ce lien-là, entre elle et Antoine, était peut-être le plus honnête qu'elle ait jamais connu. Le jour suivant leur conversation, la lettre de démission restée sur la table du petit salon n'avait pas bougé d'1 millimètre. Antoine y jetait un regard de temps à autre, comme pour vérifier qu'elle existait vraiment. Mais il ne la touchait pas. Camille, fidèle à elle-même, n'en reparla pas non plus. Il semblait avoir tacitement accepté de suspendre cette décision, de la laisser en suspens dans l'air, comme une note tenue trop longtemps. Le silence entre eux n'était plus pesant. Il avait changé de nature. Il était devenu un espace partagé, une chambre d'écho pour des pensées qui n'avaient pas encore trouvé les mots. Ce fut lors d'un dîner pris sur le pouce, autour de 2 assiettes de soupe dans la cuisine, une scène banale mais inédite entre eux, que Camille posa la question. Elle ne le fit pas de manière frontale. Elle mentionna simplement, entre 2 gorgées, le carnet de croquis d'Élise qu'elle avait aperçu dans la bibliothèque. Antoine, surpris par la mention, leva les yeux de son bol. Il hocha doucement la tête. Elle dessinait tout le temps, même malade. Surtout malade, en fait. Camille hésita, puis ajouta « Elle a laissé beaucoup de choses, des projets, des écrits ?» Le regard d'Antoine se fit plus lointain. Il déposa sa cuillère, essuya ses mains dans une serviette en tissu. « Oui, un projet surtout. Nous avions commencé à en parler quelques mois avant qu'elle ne tombe malade, une fondation. Pour soutenir les soignants. Elle disait que les infirmiers et les aides à domicile étaient les piliers invisibles de notre société. Elle voulait créer un lieu qui leur soit dédié, une structure qui financerait leur formation, leur donnerait du répit, des ressources. On l'aurait appelé l'atelier du soin. » Il s'interrompit. « Après sa mort, j'ai laissé tout ça de côté. C'était trop proche, trop ambitieux, trop douloureux. » Camille, en l'écoutant, sentit une vibration intime résonner en elle. Sa mère aurait adoré ce projet. Elle l'aurait soutenu corps et âme. Elle aurait voulu en faire partie. L'idée même que ce rêve ait été conçu, puis abandonné, lui semblait insupportable. Pas seulement pour Élise, mais pour tout ce que cela représentait. « Et si vous le repreniez ?» demanda-t-elle calmement. Antoine la fixa, étonné. Il ne s'attendait pas à cette suggestion,
encore moins formulée avec tant de naturel. « Tu crois que c'est le moment ?» demanda-t-il pour la première fois utilisant le tutoiement, comme si la distance s'était effacée sans qu'il s'en aperçoive. Camille ne releva pas la forme. Elle répondit avec une assurance douce. « Je crois que c'est le sens. Vous n'avez pas besoin de revenir à tout ce que vous étiez, mais vous pouvez continuer quelque chose qui n'a jamais eu le temps de naître. Élise a pensé ce projet avec amour. Vous avez porté cette idée ensemble. Vous avez la possibilité de lui donner vie maintenant, non pas pour réparer, mais pour transmettre. » Il resta silencieux un long moment, puis il se leva, fit quelques pas dans la cuisine. Il ouvrit un tiroir, sortit un dossier poussiéreux et le posa sur la table. À l'intérieur, des notes manuscrites d'Élise, des coupures de journaux, des croquis de logos, des fiches de contact, des plans de budget. Tout était là, en germe. Il n'avait rien jeté, juste rangé. Comme si, inconsciemment, il savait qu'un jour il faudrait rouvrir cette boîte. Ils passèrent la soirée à feuilleter ces documents, à lire les annotations de la main d'Élise, à rire parfois d'une remarque trop passionnée, à s'émouvoir d'une phrase prémonitoire. Antoine, relisant certaines lignes, sentit une chaleur nouvelle naître en lui. Ce n'était pas la tristesse d'un projet abandonné, c'était la lumière d'une idée encore vivante, encore valable. Camille, elle, voyait dans chaque mot de cette femme qu'elle n'avait jamais connu l'ombre bienveillante de sa propre mère. Et elle eut une idée. « Et si nous changions le nom ?» dit-elle. « Et si nous l'appelions Fondation Élise Lefebvre, Madeleine Rousse ?» Une manière de lier leurs deux mémoires. Deux femmes qui ont su prendre soin à leur manière. Deux présences qui ont changé des vies. Antoine ne répondit pas immédiatement, mais ses yeux s'embuèrent. Il prit une profonde inspiration, referma le dossier. « Oui, dit-il enfin. Oui, c'est juste. » Ce fut le début d'une nouvelle phase. Dès la semaine suivante, ils contactèrent des avocats, des comptables, des architectes. Antoine mobilisa certains anciens collaborateurs, triés sur le volet. Il choisit de ne pas impliquer Pierre, préférant agir en dehors du cadre habituel de l'entreprise. Il voulait que cette fondation reste indépendante, à l'image de ce qu'elle représentait. Camille, sans qu'on lui en demande la permission, devint rapidement indispensable dans les réunions. Sa rigueur, sa capacité d'écoute, sa manière de formuler des idées concrètes à partir d'intentions floues en firent le pilier naturel du projet. Antoine, en la voyant travailler, retrouvait non pas Élise, mais une nouvelle énergie, une capacité à transformer le deuil en action, à faire du manque un moteur, non une prison. Il ne parlait toujours pas d'avenir. Il ne faisait aucune allusion à des sentiments. Mais il savait intimement que quelque chose s'était reconstruit, non sur les ruines, mais à côté, avec patience, avec respect. Et Camille, à mesure qu'elle s'impliquait, oubliait la lettre de démission, qui n'avait jamais été détruite mais que plus personne n'évoquait. Elle sentait que ce projet, né du passé, portait aussi une promesse pour l'avenir, non pas un avenir rêvé, idéalisé, mais un avenir vrai, où le souvenir n'était plus une douleur mais une source. Ce n'était pas un aboutissement, c'était un commencement, un chantier, encore fragile, mais enfin lancé, un pont entre deux mémoires, une fondation dans tous les sens du terme. Le jour de l'inauguration de la fondation Élise Lefebvre, Madeleine Roux, un vent doux soufflait sur les hauteurs de Fourvière. La lumière du matin baignait les façades claires de l'ancien couvent réhabilité, désormais transformé en centre d'accueil, de formation et de répit pour soignants. Les jardins avaient été entièrement réaménagés, les vitraux restaurés, les salles repensées avec soin. Chaque détail avait été pensé pour offrir un lieu paisible, propice à l'écoute et à la transmission. Ce n'était pas un monument figé dans le passé, mais un espace vivant, où l'héritage des deux femmes fondatrices trouverait un prolongement concret. Antoine se tenait seul quelques instants avant l'arrivée des invités, debout dans la grande salle principale, les mains croisées dans le dos. Il portait un costume gris foncé, sobre, sans cravate, mais parfaitement ajusté. Sur une table, le programme de la journée était soigneusement posé. Il allait prendre la parole dans moins d'1 heure. Cela faisait plus de 2 ans qu'il n'avait pas prononcé de discours en public. L'idée même de parler devant une assemblée lui avait paru autrefois insupportable. Et pourtant, il était là, présent, ancré, prêt. Camille entra discrètement par l'autre extrémité de la pièce. Elle portait une robe noire élégante, simple, et tenait un carnet dans lequel elle avait noté quelques éléments logistiques. Lorsqu'elle aperçut Antoine, elle s'arrêta un instant.
Il se retourna lentement, et leurs regards se croisèrent. Pas un mot ne fut échangé dans l'immédiat, mais tout fut dit dans ce regard. Ils savaient ce que cette journée représentait, pas seulement pour les autres, mais pour eux. Antoine s'approcha. Il sourit légèrement. « Tout est prêt ?» demanda-t-il, la voix posée. Camille hocha la tête. « Tout est en place. Les intervenants sont arrivés, le traiteur s'installe, la presse reste à l'extérieur comme prévu. » Il acquiesça. Puis, après un silence, « Et toi, tu es prête ?» Elle répondit sans hésiter, « Oui. Et toi ?» Il la fixa un moment, puis déclara, « Je le suis maintenant. » Quelques minutes plus tard, les premiers invités commencèrent à remplir les lieux. D'anciens collègues d'Élise, des représentants d'associations de soignants, des personnalités du monde médical, des amis de Madeleine, des membres du conseil d'administration de Lefebvre Patrimoine. Tous s'étaient réunis dans un respect profond, sensibles à la dimension humaine et symbolique du projet. Antoine monta sur l'estrade installée dans le jardin d'hiver. Le micro captait le moindre souffle, mais sa voix ne trembla pas. Il commença par évoquer Élise, ses convictions, sa générosité. Il parla de Madeleine, de son dévouement discret mais fondamental. Il raconta, sans entrer dans les détails intimes, comment ces deux femmes avaient laissé une empreinte indélébile dans sa vie. Puis il dit « Cette fondation n'est pas un hommage figé, c'est une continuité, une main tendue, une réponse au silence par l'action. » Le public écoutait dans un silence respectueux. Camille, assise au premier rang, écoutait avec une émotion contenue. Elle ne pleura pas. Elle n'avait pas besoin. Elle savait que ce moment n'était pas une fin. C'était un socle, un départ. Après le discours, les visites guidées commencèrent. Les salles furent ouvertes. Les invités déambulèrent dans les couloirs, découvrant les espaces de formation, les salons de repos, les bibliothèques. Partout, des photos encadrées témoignaient du parcours d'Élise et de Madeleine, mais aussi de tant d'autres soignants anonymes. Antoine et Camille saluaient, expliquaient, accompagnaient. Vers la fin de la journée, alors que la foule avait commencé à se disperser, ils se retrouvèrent seuls dans le bureau qui leur servait désormais de quartier général. Un bureau partagé, qu'ils avaient voulu ouvert, sans hiérarchie rigide. Antoine s'assit près de la fenêtre ouverte. Camille referma doucement la porte. « Tu te souviens de la première fois que tu m'as parlé ?» demanda-t-il, le regard perdu dans la lumière dorée de fin d'après-midi. Elle sourit doucement. « C'était pour un café. Tu m'as demandé quelque chose de si banal que tout le monde en a été bouleversé. » Il rit doucement, un rire léger, presque enfantin. « Je ne savais même pas pourquoi je l'avais fait. C'était impulsif, mais je crois que ce jour-là, quelque chose en moi a su que le silence ne suffisait plus. » Ils restèrent quelques instants dans cette sérénité suspendue. Il n'y eut pas de déclaration, pas de serment, mais une certitude. Ils allaient continuer ensemble, travailler, construire. Peut-être un jour aimer, mais sans précipitation, sans obligation. Ce qu'ils partageaient n'était pas une histoire conventionnelle. C'était une alliance née de la perte, consolidée dans le respect et nourrie par l'action. Les semaines suivantes confirmèrent cette nouvelle dynamique. Antoine reprit peu à peu ses activités dans l'entreprise, mais sous une autre forme. Il n'était plus le dirigeant omniprésent, mais le fondateur inspirant, qui choisissait ses batailles, qui prenait la parole quand c'était nécessaire. Camille, officiellement nommée directrice exécutive de la Fondation, gérait les opérations quotidiennes avec une maîtrise discrète, tout en restant ancrée dans ses valeurs. Leur complicité grandit, à l'abri des regards. Ils partageaient des déjeuners simples, des réunions nocturnes, des silences riches de compréhension. Aucun d'eux ne ressentait le besoin de mettre un nom sur ce qui les unissait. Cela n'enlevait rien à la profondeur de leur lien. Au contraire, un jour, alors qu'ils rentrèrent d'une visite dans un hôpital rural soutenu par la Fondation, Antoine regarda Camille dans la voiture puis murmura « Je crois que la maison n'est plus silencieuse ». Elle tourna la tête vers lui et répondit avec le même calme « Parce qu'elle est à nouveau habitée ». Et elle avait raison. La demeure Lefebvre, longtemps prisonnière d'un deuil figé, avait retrouvé un souffle. Pas grâce à un miracle, mais grâce à la persévérance de deux êtres qui avaient su marcher côte à côte, au rythme du silence, jusqu'à retrouver ensemble le chemin de la vie.